Ok. Alors bonjour à tous, je m'appelle Florian Choucroune, je suis doctorant en première année au laboratoire des neurosciences cognitives et adaptatives et je fais ma thèse dans l'équipe 3 de ce laboratoire, abus de drogue et neuroadaptation. Alors avant de vous parler de ma thèse, je vais vous parler un peu de mon parcours. Alors j'ai fait un baccalauréat scientifique, donc un baccalauréat qui n'existe plus maintenant, ce qui fait encore en plus un coup de vieux que de savoir que je l'ai passé il y a 7 ans, dans la ville de Béziers, donc baccalauréat SSVT. Donc Béziers, une ville Front National d'extrême droite avec le maire ici Robert Ménard et ses affiches de très bon goût. Alors c'est pas pour faire une pub pour Béziers, c'est juste pour vous dire que dans la vie on peut partir perdant et quand même s'en sortir. Donc après ça, vu que tout le monde en parle, moi je l'ai pas mis, j'ai aussi fait PACES ici. On fait tous des erreurs de jeunesse. Et après, bon, ça n'a pas marché, je suis parti faire une licence de physiologie animale et neurosciences à l'université de Montpellier. Donc Montpellier qui est une très belle ville du Sud. Donc si vous allez dans le Sud, vous allez voir Montpellier et pas Béziers. Pendant toute ma troisième année de licence à Montpellier, j'ai vraiment hésité à soit me spécialiser dans la cardio. Enfin, j'avais un master qui était de médecine expérimentale et régénératrice, qui avait l'air vraiment très bien et j'adorais la cardio, ou faire de la neuro. Et ça a été vraiment quelque chose que j'ai vraiment hésité pendant vraiment 6 mois. Et au final, j'ai choisi la neuro. Et on m'a très fortement recommandé d'aller à Strasbourg pour la neuro. Et c'est pour ça que je suis allé au master de neurosciences cellulaires et intégrées à l'université de Strasbourg. Master que j'ai obtenu l'année dernière. Et à la suite de ce master, c'est surtout après pendant mon M1 et après pendant mon stage de M2, j'ai décidé de continuer en doctorat pour pouvoir après continuer dans la recherche. Voilà. Donc je vais vous parler un peu de mon laboratoire d'accueil pour ma thèse. Alors le laboratoire de le LNCA qui est situé à la faculté de psychologie est composé de 4 équipes. Baptiste en avait déjà parlé lors de sa présentation. L'équipe 1 et l'équipe 2 s'intéressent surtout à la mémoire et l'équipe 4, elle est un peu à part, elle fait plutôt des études chez l'homme et elle s'intéresse au vieillissement normal et pathologique et aussi elle travaille sur les primates. Les équipes 1, 2 et 3 s'intéressent plutôt aux rongeurs, enfin on travaille surtout chez les rongeurs. Moi je suis dans l'équipe 4, dans l'équipe 3, pardon, abus de drogue et neuroadaptation, qui est dirigée par Katia Desforts. Notre équipe, elle se divise en 2 grandes thématiques. On a une partie qui s'intéresse à la cocaïne, les aspects neuro-inflammatoires associés à la prise de cocaïne, qui est, ce projet est dirigé surtout par Pascal Robleux, qui est maître de conférence et aussi chercheur. Et on a tout un aspect lié au comportement addictif lié à la consommation de nourriture, d'aliments palatable. Je vais revenir sur la définition après. Et là, ça se divise en 2 sous-projets. On a une partie sur la consommation de sucre et d'éthanol, dirigée par Katia et Maricela Olmsted, qui est une collaboratrice canadienne à l'université de Queen's. Il y a 2 doctorantes dessus, Gaëlle et Anne-Sophie. Et moi, je suis sur le projet dirigé par Katia et Romain Bourdi, qui s'intéresse à la queue de l'aire tegmentale ventrale, TVTA, et son rôle dans la prise alimentaire et hédonique. Alors, une petite mise en contexte, d'abord, vis-à-vis du circuit de la récompense. Alors, le mot récompense, la meilleure définition que j'ai trouvée, c'est la définition de Darius Carion dans sa revue de 2010, où il définit que c'est une sensation de plaisir ressentie lors de l'accomplissement d'une tâche qui a nécessité temps et effort. Voilà, donc le circuit de la récompense émane de... Enfin, la structure principale du circuit de la récompense, c'est l'aire tegmentale ventrale, que vous avez juste là. C'est un magnifique schéma que moi j'ai fait pour mon Master 2. Cette structure elle a été identifiée pour la première fois en 1925 par Tsai, ici, c'est la structure que vous avez juste là. Il l'a découvert chez l'opossum. Une idée de pourquoi chez l'opossum, mais c'est vraiment chez cet animal-là qu'on a découvert que cette structure existait. Et après, il a été montré qu'elle était composée de neurones dopaminergiques et que cette structure projetait majoritairement vers le noyau accumbens, le NAC, et le cortex préfrontal, CPF. Donc, ce circuit de la récompense, avec cette projection, est activé par des stimuli naturels, tels que les interactions sociales et la prise alimentaire, mais également par la prise de substances psychoactives telles que les drogues. Donc, comment ça marche Donc, les stimuli naturels tels que ces interactions sociales ou la prise alimentaire, ça va entraîner une libération de dopamine dans ces 2 régions, le PFC et le NAC, ce qui va orienter le comportement de recherche pour recommencer ces actions. Donc, c'est pour ça qu'après, on recommence à avoir des interactions sociales et à manger, parce que c'était quelque chose qu'on a vu qui était plaisant et ce qui est plaisant nous motive et qui nous motive après à recommencer. La prise de drogue, ça agit un peu de la même façon, sauf que il y a vraiment un aspect un peu plus
plus chimique, où on aura en fait, notamment avec la cocaïne et aussi, il y a aussi le cannabis, une libération massive de dopamine dans ces structures-là. Et cette libération massive de dopamine, c'est ce qui va orienter plus tard le comportement vers un comportement plus addictif. Et donc, nous, ce qu'on s'est demandé, enfin ce qui se demande plutôt dans la littérature en général, c'est est-ce que la prise alimentaire en général, vu qu'elle passe par les mêmes circuits, est-ce qu'elle pourrait également entraîner le développement d'un comportement addictif? Donc, c'est quelque chose qui est débattu à l'heure actuelle, hein, parce que ça parle, c'est une notion telle que l'addiction à la nourriture. L'addiction à la nourriture, qui est quand même un terme qui est utilisé depuis les années 50, qui a été décrit par Randolph, qui a décrit ce phénomène chez des fermiers qui définissaient qu'ils étaient accros aux œufs, au café et aux patates. Et il définissait que cet aspect addictif, cette consommation excessive d'aliments, était similaire à ce que lui, il observait chez des patients qui étaient accros à des substances telles que l'alcool. Et ce qu'on peut voir, c'est que depuis certaines années, hein, le mot food addiction, dans les articles scientifiques récents, ça explose. C'est vraiment une thématique de recherche très en vogue actuellement. Alors, je mets toujours addiction à la nourriture ou food addiction ici avec des guillemets parce que c'est quelque chose qui n'est pas reconnu dans le DSM, donc le diagnostic statistique et manuel des troubles psychiatriques, parce que ce n'est ni reconnu comme étant un trouble alimentaire ou un trouble d'abus de substance. Alors, c'est pas reconnu comme un trouble alimentaire ou un trouble d'abus de substance, cependant, il existe une échelle qui s'appelle la Yale Food Addiction Scale, qui a été développée il y a une douzaine d'années, qui est validée par les médecins, qui est surtout utilisée aux États-Unis pour diagnostiquer des patients accros à la nourriture. Et cette échelle-là, elle se base sur les critères du DSM. Donc, l'addiction à la nourriture n'existe pas, elle n'est pas dans le DSM, mais les critères du DSM permettent de la définir et permettent de valider son utilisation auprès de patients. Donc, c'est complètement con, hein, c'est vraiment c'est stupide, mais c'est un peu le paradoxe qu'on a actuellement avec l'addiction à la nourriture. Alors, pourquoi c'est un concept débattu? C'est parce que la nourriture, c'est une récompense naturelle et qui est nécessaire à la survie. Hein. On ne peut pas s'arrêter de manger. Et à l'heure actuelle, il y a quand même un certain manque de données vis-à-vis avec des études chez l'homme et chez l'animal pour essayer de comparer les effets addictifs de la nourriture versus la consommation de drogue. Alors aussi, si on regarde un peu les structures impliquées dans la prise alimentaire et aussi le circuit de la récompense, en fait, on va voir qu'il y a une forte interaction entre ces structures. On a l'hypothalamus latéral, qui est une structure très impliquée dans la régulation homéostatique de la prise alimentaire, qui va avoir une très forte interaction avec l'aire tegmentale ventrale. Donc, notamment, la plupart des populations cellulaires de l'hypothalamus latéral vont interagir avec l'aire tegmentale ventrale. Donc, on a une très forte interaction entre ces deux systèmes, entre le système de la prise alimentaire et le circuit de la récompense. Ce qui pourrait expliquer pourquoi on aurait vraiment en fait une potentielle addiction à la nourriture. Et donc c'est dans ce contexte que moi j'ai fait ma thèse. Je vais juste reparler un peu vite de la prise alimentaire. Alors la prise alimentaire, elle se définit, on peut la définir en fait en deux aspects séparés. La prise alimentaire homéostatique et la prise alimentaire hédonique. La prise alimentaire homéostatique qui se définit comme étant l'équilibre entre la dépense énergétique faite par l'organisme et l'apport calorique fait par l'alimentation. Et la prise alimentaire hédonique, elle se caractérise par la consommation d'aliments palatables, ce sont essentiellement les aliments riches en graisse et en sucre, dans un but de recherche de plaisir. En conditions normales, la prise alimentaire homéostatique surpasse la prise alimentaire hédonique. Cependant, ce qui est constaté depuis ces dernières années, c'est qu'il semblerait que la prise alimentaire hédonique, elle ait surpassé l'homéostatique. Ouais. Et c'est ce qui expliquerait potentiellement pourquoi on aurait une augmentation de la prévalence de l'obésité, notamment depuis une quarantaine d'années, où en France, elle a pratiquement triplé. Donc, si on regarde à nouveau les structures impliquées dans la prise alimentaire hédonique, elle est gouvernée principalement par le circuit de la récompense, donc comme vous voyez ici. Et la prise alimentaire homéostatique, c'est par l'hypothalamus latéral ici, qui va se retrouver en fait à la fois dans la prise alimentaire homéostatique, mais également dans la prise alimentaire hédonique en vue de ces interactions fortes avec le noyau accumbens et l'aire tegmentale ventrale. Donc l'hypothalamus latéral est vraiment en fait entre deux feux croisés. Et en plus de ça, il va se rajouter une autre structure que moi j'étudie, qui s'appelle la queue de l'aire tegmentale ventrale, qui est une structure GABAergique qui est située en arrière de l'aire tegmentale ventrale, ici,
qui est composé de neurones GABA qui réagissent à l'administration de drogues telles que la cocaïne et qui répond aux drogues telles que la morphine. Ici, une administration de morphine va entraîner en fait une diminution ici des potentiels d'action en fonction des neurones dopaminergiques suite à l'activation des neurones de la queue de l'aire tegmentale ventrale. Cette structure a été vue comme projetant majoritairement vers l'aire tegmentale ventrale et également l'hypothalamus latéral. Et aussi, chose que j'ai oublié de vous dire au début, c'est qu'elle existe sous deux noms. Hein. Donc, en français, on dit queue de l'aire tegmentale ventrale ou TVTA. Et en anglais, ce qu'on retrouvera plus, c'est noyau tegmental rostromédian ou RMTG. Donc voilà, et c'est là où ça sert ma thèse, ça serait de déterminer en fait quel pourrait être le rôle de cette queue de l'aire tegmentale ventrale dans la prise alimentaire hédonique. Et plus tard, regarder quelle pourrait être aussi l'implication du système endocannabinoïde, dont je vous parlerai juste après, qui est apparemment aussi très impliqué dans la régulation de la prise alimentaire. Donc tout d'abord, une première partie de ma thèse va consister à déterminer le rôle des projections TVTA-VTA et TVTA-LH dans le contexte de la prise alimentaire. Et plus tard, ce que je regarderai, c'est vraiment l'interaction entre cette consommation de nourriture palatable et le système endocannabinoïde, notamment au niveau de cette structure que j'étudie. Donc, ce que j'ai fait pendant mon Master 2 et que j'ai fini pendant ma thèse, au tout début de ma thèse, ça a été déjà d'améliorer la caractérisation neuroanatomique de cette structure, notamment avec l'utilisation de virus rétrogrades. Donc, alors juste, nous, on a travaillé chez les rats mâles Wistar, et on a utilisé deux virus qui expriment tous les deux une protéine fluorescente différente. Donc, M-Cherry pour le premier virus et EGF pour le second virus. Et ce qu'on a voulu voir, c'est qu'il s'agissait de deux populations de neurones différentes qui étaient à l'origine de ces projections, vers le LH et la VTA, ou s'il s'agissait d'une seule et d'une même population de neurones. Donc pour ça, on injecte le virus exprimant M-Cherry dans la VTA et le virus exprimant EGFP dans le LH, et on regarde avec un microscope à épifluorescence si les neurones de la TVTA s'expriment en rouge et en vert individuellement, donc si on a vraiment deux populations de neurones différentes, rouges et vertes, ou alors si on a vraiment un comarquage et qu'on voit des neurones fluorescents dans le jaune. Ça n'a pas été notre cas, on n'a pas vu des neurones jaunes, on a surtout vu des neurones exprimant M-Cherry et EGFP de façon séparée, ce qui nous a permis de conclure qu'en fait, il s'agissait bien de deux populations de neurones différentes. Et une fois qu'on a montré qu'il s'agissait bien de deux populations de neurones différentes, ce qu'on a voulu faire, c'est léser spécifiquement chacune de ces projections. Donc pour cela, ce qu'on a utilisé, c'est on a repris notre virus exprimant EGFP, qui en plus de ça exprime une cassette CRE, et on l'a combiné avec un virus exprimant la caspase-3 doublement floxée. Et en fait, l'association de ces deux virus-là, c'est ce qui va permettre en fait d'induire l'expression de la caspase-3 spécifiquement dans l'une ou l'autre de ces voies et de léser spécifiquement la voie TVTA-VTA ou TVTA-LH. Pour ça, hein, on injecte les virus exprimant EGFP par exemple dans la VTA, les virus exprimant la caspase dans la TVTA et on lèse spécifiquement la voie. Donc, pour cela, pour étudier le rôle dans la prise alimentaire, après la lésion spécifique de chacune de ces voies, on a soumis nos animaux, pour l'instant j'ai fini la première cohorte, il nous en reste encore une deuxième à faire, à un régime obésogène, une diète free choice, high fat, high sugar, où les animaux ont accès pendant 6 semaines à de la nourriture standard, de l'eau sucrée à 10%, de l'eau et du blanc de bœuf. Et pendant 6 semaines, la consommation des rats de chacun des items est mesurée, et on regarde également le poids des rats, leur évolution. En plus de cela, on a regardé si la lésion de chacune de ces, enfin la lésion spécifique TVTA-LH ou TVTA-VTA avait un rôle dans l'activité locomotrice des animaux, également dans le comportement anxieux. Et ensuite, la deuxième partie de ma thèse, elle consistera à regarder plus spécifiquement l'impact de la consommation d'aliments pas à la table sur le système endocannabinoïde. Et enfin, les interactions entre ce système endocannabinoïde et la prise alimentaire. Donc, le système endocannabinoïde, hein, qui est un système qui est composé des récepteurs ici CB1 et CB2 et des deux molécules endocannabinoïdes, l'AEA, l'amandamide et le 2-HG, qui est là, le 2-arachidonoglycérol, qui est un système impliqué dans la prise alimentaire, mais également l'addiction et l'anxiété et la dépression. Donc, le système endocannabinoïde, ça coule de source, mais c'est là où, par exemple, le cannabis va agir. Voilà. Et ce système a été vu notamment impliqué dans la prise alimentaire parce qu'il y a quelques années, il y a eu une molécule qui a failli être mise sur le marché qui s'appelle le rimonabant, qui est un antagoniste du récepteur CB1
qui avait montré sur des études en préclinique chez le rat et chez l'homme que l'administration de rimonabant, de façon dose dépendante chez le rongeur, hein, ça permettait de diminuer le comportement de prise alimentaire. Et chez l'homme, ça a été montré que ça pouvait être un traitement contre l'obésité, parce que les patients qui prenaient du rimonabant pendant ces essais cliniques perdaient du poids plus facilement que les patients qui n'en prenaient pas, qui avaient un placebo. Donc cette molécule, elle a failli être mise sur le marché, hein, ça avait l'air vraiment très efficace, sauf qu'il y a eu un problème. Cette molécule, comme je vous l'ai dit, le système endocannabinoïde est impliqué dans l'anxiété et la dépression, et on a vu que le rimonabant, ça a augmenté l'anxiété de façon assez importante chez certains patients, et ça pouvait entraîner des phénotypes dépressifs assez graves. Notamment, je ne crois pas qu'il y ait eu de suicide, mais il y a eu des patients qui ont reporté de très fortes pensées suicidaires après la prise du traitement. Donc la balance bénéfice-risque était quand même globalement assez défavorable, ce qui a fait que la molécule n'a jamais été mise sur le marché et que ce traitement-là, qui aurait pu être l'un des seuls traitements médicamenteux contre l'obésité qui fonctionne, n'a pas pu être mis en place. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est regarder comment notre modèle de free choice high fat, high sugar va moduler le système endocannabinoïde dans notre structure d'intérêt, hein, donc la TBTA, mais également dans d'autres structures, telles que la BTA et le cortex préfrontal, éventuellement, notamment par des techniques telles que la spectrométrie de masse pour mesurer le taux d'endocannabinoïdes, les Western blot et l'immunohistochimie pour les récepteurs CB1 et également l'expression de gènes du système endocannabinoïde avec la qPCR. Donc ça sera quelque chose que je vais bientôt mettre en place, normalement, potentiellement, plus tard dans ma deuxième année et ma troisième année de thèse. Éventuellement, ce qu'on voudrait aussi tester, c'est voir si une modulation pharmacologique en in vivo de ce système endocannabinoïde pourrait moduler le comportement de prise alimentaire chez nos animaux, mais également, le comportement d'anxiété et d'activité locomotrice. Donc voilà, c'est le but. Donc ça, c'est un petit résumé des objectifs un peu de ma thèse, où d'abord, on va déterminer le rôle spécifique de ces voies dans le comportement de prise alimentaire et regarder comment ce régime obésogène qu'on soumet à nos animaux pourrait moduler le système endocannabinoïde. Et enfin, comment une modulation en elle-même du système endocannabinoïde pouvait moduler le comportement de prise alimentaire. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je serai ravi de répondre à vos questions si vous en avez. Ouais, merci Flo. Du coup, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques dans le chat YouTube. Autrement, si on a des questions parmi nous, et si tu veux commencer, Baptiste. Ce que tu dis à la toute fin, là, que tu voulais faire des comportements affectés sur l'activité locomotrice, c'est parce qu'il y a un impact directement de l'alimentation sur l'activité locomotrice ou c'est juste par contrôle En fait, c'est surtout alors impact de la consommation sur l'activité locomotrice, c'est possible parce que c'est possible que par exemple si les animaux mangent beaucoup de gras et que du coup ils consomment beaucoup de calories, ils essaient de dépenser leur prise calorique avec une plus grande activité locomotrice. Mais ce qu'on voudrait regarder, c'est avec par exemple nos lésions avec la voie TBTA, VTA ou TBTA LH, si une lésion spécifique de l'une ou de l'autre de ces voies va entraîner une augmentation de l'activité locomotrice et plus spécifiquement, enfin plus généralement, est-ce que ça va faire en sorte que l'animal va être plus enclin à vouloir chercher une récompense, va être plus motivé à se déplacer vers la mangeoire pour essayer d'atteindre sa nourriture, ou enfin c'est la locomotion dans un but de recherche de récompense plutôt qu'on va regarder. Ouais, quand tu parles d'addiction à la nourriture, est-ce que c'est vraiment tout type de nourriture? Est-ce que je peux, par exemple, être addict à ça? Alors, en fait, c'est un concept encore très débattu parce que Randolph, lui, dit qu'il y a des patients qui sont accros aux œufs et aux patates. Hein. Quand on parle surtout d'addiction à la nourriture, ce qui est décrit chez les patients, c'est une consommation excessive de nourriture grasse et sucrée. Parce que là, c'est vraiment ces deux aliments-là qu'on retrouve principalement. Des addictions aux légumes, par exemple, il y a un effet récompensant des légumes. Ça a été montré chez des enfants par une étude en 2004 où ils ont essayé de voir si on pouvait essayer d'améliorer l'aspect récompensant des légumes, notamment en encourageant les enfants de les consommer. Et il y a vraiment un aspect récompensant des légumes, mais quand même beaucoup moindre que le gras et le sucre. Donc ça concerne surtout principalement ces deux types d'aliments. Ouais. Est-ce qu'il y a une synthèse dans le CV dans la TBTA?
Local. Alors oui, on a même une régulation potentielle avec notre régime Free Choice High Fat High Sugar, mais avec des résultats préliminaires, on a montré qu'il y avait une modulation des endocannabinoïdes, mais c'était juste un petit résultat préliminaire qu'on avait réussi à mettre en évidence. C'est lesquels? C'était, tu veux dire les endocannabinoïdes c'était... Quelle molécule? Alors, de mémoire, on avait une baisse d'AEA. Ouais, c'est ça, oui, on avait une baisse d'AEA. Je voulais savoir, quand tu vas du coup casser en gros ta voie LH-IGA, est-ce que tu vas cibler une population de neurones, parce que tu sais, par exemple, pour ici, il y a vraiment un alimentaire. Est-ce que tu vas cibler différentes populations de neurones ou tu vas vraiment prendre En fait, c'est une très bonne question. En fait, on a fait nos injections de virus à moins 3,12 mm par rapport au point de magma. Chez le rat, c'est là où en fait, on va trouver les neurones orexines dans l'hypothalamus latéral. Parce qu'il y a une étude préliminaire qu'on a faite au laboratoire et que j'ai fini aussi pendant la première année de thèse, où on a montré que les neurones de la TVTA, pas tous, mais à peu près 10 à 15% projetés vers les neurones orexines de du LH. Alors, après, ça serait intéressant de regarder d'autres cibles cellulaires, mais pour l'instant, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de regarder la lésion assez spécifique de la voie TVTA et LH des neurones orexines, puisque l'orexine est impliquée dans la prise alimentaire. Est-ce que tu penses que, par exemple, comme pour l'addiction à l'alcool, où les molécules d'éthanol ont directement un effet au niveau des cellules, que ce soit le sucre et le gras qui aient des effets, la molécule de sucre et le gras en fait, qui ait des effets au niveau des cellules? Ouais, mais en fait, c'est une bonne question et il y a dans une revue qui a été faite, donc des revues sur l'addiction à la nourriture et la bibliographie générale. C'est pas encore très bien défini de comment en fait la nourriture en général pourrait agir sur le circuit de la récompense. Bon, ça passe par la gréline aussi, la leptine, et toutes ces molécules endogènes qui sont libérées quand on a faim ou quand on est en période de satiété. Mais après, c'est pas extrêmement bien connu comment la modulation spécifiquement se fait. Et en fait, on pense que ça serait pas forcément le gras et le sucre, mais ça pourrait en fait ça pourrait passer par l'hypothalamus latéral, puis par les neurones orexines, et après des neurones orexines directement jouer sur leur tegmental ventral pour entraîner une libération de dopamine. Parce que par exemple, pour l'éthanol, c'était montré que le carbone qui vient de l'éthanol est recruté au niveau épigénétique pour lancer la transcription de cytogène qui favorise l'addiction à l'alcool. D'accord, ouais. Oui, c'est possible. Après, vu que c'est quand même encore un territoire pas très bien exploré, c'est quelque chose à éventuellement peut-être à explorer, ouais. Oui, alors du coup, tu as dit que c'est une augmentation de l'obésité, voilà. Et du coup, je voulais savoir s'il y avait un lien entre justement cette augmentation de l'obésité et une potentielle addiction comportementale plutôt que addiction physiologique. Enfin, je sais pas. Ouais. En fait, il y a tout un débat sur est-ce que c'est une addiction à la nourriture ou est-ce que c'est une addiction au fait de manger. Et il y a certains papiers qui montrent que, enfin, il y a certains papiers qui discutent du fait que ce ne serait pas vraiment une addiction au fait au gras et au sucre en général, mais ça serait plutôt une addiction au fait de se nourrir en général. Et c'est quelque chose qui n'est pas encore très bien caractérisé. Il y en a qui se battent pour dire que c'est une addiction comportementale, s'il y a une addiction à la nourriture, et que ce n'est pas une addiction de type addiction aux substances. C'est très intéressant ce que tu viens de dire, parce que mon coloc, par exemple, voilà, hein, c'est un exemple parmi tant d'autres, le soir, qui grignote des chips ou des M&M's ou alors des glaçons. C'est vrai, hein, il se sert des grandes barres de glaçons et ça lui fait le même effet de manger des chips ou des glaçons. Je pense que il y a une petite partie de psychologie de grignotage qui joue. Non, mais il y a potentiellement un gros aspect comportemental qu'il y a derrière. Ouais. Est-ce que la TVTA existe chez l'homme? Alors, elle a été montrée comme étant présente chez le primate non humain. Après, chez l'homme, elle n'a pas été encore mise en évidence. C'est quand même assez difficile de réussir à montrer que cette structure serait présente chez l'homme. Une technique pour essayer de voir si elle est présente chez l'homme, ça serait de faire un peu comme ils ont fait chez le rat, ça serait de regarder sur des rats, ils ont réussi à mettre en évidence cette structure en regardant des rats qui, après administration chronique de cocaïne, ils ont regardé leur cerveau, ils ont vu que derrière la BTA, il y avait une région qui était beaucoup plus marquée par le céphos. Potentiellement, c'est ce qu'on pourrait faire avec des cerveaux de personnes accro à la cocaïne, mais c'est quand même quelque chose de très très difficile à faire. C'était une question, du coup, quand tu as montré le système cannabinoïde, etc.,
et avec le traitement qui a été mis du coup, sur le marché, on dit du coup qu'il y avait une diminution du poids, mais avec une augmentation de tout ce qui était anxiété, dépression, etc. Est-ce que du coup, au contraire, la prise alimentaire de gras sucrés, etc., permettrait justement de diminuer tous les symptômes, on va dire, d'anxiété, dépression? Est-ce qu'il n'y aurait pas justement cette prise alimentaire justement pour contrer un petit peu les effets d'anxiété, dépression qui sont de plus en plus présents, on va dire, dans notre société? Alors, c'est intéressant comme question. Alors, les régimes riches en graisse, en général, chez les animaux, c'est quand même assez, enfin, à long terme, ça peut provoquer un phénotype un peu dépressif et anxieux. Après, est-ce que la consommation d'aliments pourrait régler un peu l'effet dépressif qu'on observerait chez ces patients-là, avec le régime d'avant? Ça serait possible parce que ce qui est supposé chez les patients, par exemple, obèses qui seraient guillemets avec la nourriture, c'est qu'on aurait un problème qui s'appelle le Reward Deficiency Syndrome, où le circuit de la récompense, en fait, il serait beaucoup moins sensible que les patients, entre guillemets, normaux. Et ces patients-là, du coup, en fait, ils consommeraient plus pour essayer de plus ressentir, pour essayer d'être dans un état de moins mal-être. Donc, potentiellement, en fait, ça pourrait être lié à cela. On trouve ça notamment aussi chez les schizophrènes qui prennent des traitements contre, qui inhibent la dopamine et consomment plus de gras et de sucre. Après, il n'y a pas tellement d'études sur l'addiction à la nourriture chez les schizophrènes, mais c'est quelque chose d'assez intéressant. Oui, oui. J'ai une dernière question. Est-ce que tu as regardé chez ceux qui, du coup, les rats, je suppose, qui ne sont pas en high fat diet et les rats qui sont en high fat diet, est-ce qu'ils mangent au même moment et en même quantité, ou est-ce que ça va être plus dispersé, par exemple, chez ceux qui consomment du high fat diet? Alors, j'ai pas de. Tous mes rats, en fait, sont exposés au high fat diet, c'est juste que j'ai des rats qui sont en contrôle, qui n'ont pas la lésion, et des rats qui sont lésés. D'accord. Après, les rats mangent la nuit, en général, enfin, mangent toujours la nuit et très peu le jour. Et on a voulu quand même regarder avec des mesures toutes les 12 heures de la prise alimentaire, ce qui est très fun à faire, hein, vraiment. Pas du tout chronophage. On a voulu voir si quand même il y avait un switch avec les lésions ou avec le régime alimentaire, si ça a quand même désynchronisé les animaux d'avoir vraiment cette nourriture constamment. Et on voit pas de. Enfin, les animaux mangent quand même beaucoup plus la nuit que le jour. On n'a pas un pic le jour, finalement. Si jamais j'ai une toute dernière question encore. On en a parlé un petit peu en plus, mais est-ce qu'il y a une hypothèse à ce que le régime sucré et gras soit plus, on va dire, motivant qu'un régime salé ou amer ou d'autres saveurs, en fait? Oui, après, la nourriture palatable a aussi inclus la nourriture. Déjà, la nourriture amère, elle est assez. Enfin, les animaux n'aiment pas la mer. Enfin, les rats n'aiment pas la mer. Il faudrait leur apprendre. Le gras et le sucre, oui, il y a quand même un aspect motivationnel plus important pour ce type d'aliments-là pour les animaux. Est-ce que ça serait expliqué par des différentes projections depuis déjà l'endroit où c'est détecté ou c'est ensuite dès que c'est intégré au niveau cérébral? Tu veux dire, est-ce que ça serait. En fait, je ne comprends pas très bien la question. C'est en gros, par exemple, pourquoi on n'arrive pas à être addict à quelque chose de salé? Ça arrive très rarement par rapport à quelque chose de sucré. Ah, tu sais, il y a des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas s'arrêter de manger des chips. Hein. Ouais, c'est comme ça, mais c'est la patate qui fait ça. Non, après, la nourriture palatable, elle inclut aussi la nourriture salée, mais la nourriture grasse et sucrée sont principalement aussi celles qui constituent une nourriture palatable. Après, le sucre et le gras, pourquoi ça serait. En fait, pourquoi le sucre et le gras plus spécifiquement que la nourriture salée? Il y a une hypothèse, qui est quand même c'est un peu tordu, mais non, il y a une hypothèse disant qu'en fait notre prise alimentaire, enfin nous en général, on a évolué notre prise alimentaire, elle a évolué plus vite que nous. Donc en fait, la nourriture riche en graisse et en sucre, dans la période par exemple du néolithique, la préhistoire, c'était des aliments qui étaient quand même très difficiles à trouver, et donc le fait de s'en procurer, c'était quand même quelque chose d'incroyable. Et ça serait ça qui pourrait orienter notre comportement de rechercher plus ce type d'aliments-là que certains autres parce qu'ils étaient très riches en énergie. Et vu que maintenant la nourriture riche en graisse et en sucre est beaucoup plus disponible, on n'a pas eu cet effet où on s'est dit bon bah d'accord, maintenant c'est beaucoup plus disponible, on peut essayer d'arrêter de regarder que ce type d'aliments-là et on peut essayer de se concentrer sur des choses plus saines. Et ça serait peut-être pour ça qu'on aurait vraiment cette orientation du comportement vers du gras et du sucre. Ok. Alors ça, c'est peut-être une toute petite question. Ouais. Oui, je me dernière. Est-ce qu'il y a des rats qui, au début, montrent un grand attrait pour les nourritures riches et finissent par dégoûter une sorte de dégoût? Alors, moi, j'en ai pas. Alors,
sur toute la progression, j'en ai pas vu. J'ai vraiment vu, j'ai les rats qui consomment du sucre, qui consommaient beaucoup de sucre au début, consommaient beaucoup de sucre à la fin. Les rats qui consommaient beaucoup de gras au début, consommaient beaucoup de sucre beaucoup de gras à la fin. Après, il y a des périodes où ça zigzague un petit peu, mais c'est quand même relativement stable. Après, non, on n'a pas tellement de dégoût, et surtout, après, le gras, il y a certains animaux qui n'aiment pas le gras, mais ils n'aiment pas ça dès le début. Et le sucre, on n'a pas tellement de dégoût parce qu'on utilise une solution à 10%. 10%, c'est une solution, ça ressemble un peu au soda. Les modèles où on a du sucre à 30%, qui correspond à 30%, c'est un peu comme si vous prenez un pot d'Agendas, vous le faites fondre, vous le mettez dans un verre et vous buvez ça toute la journée. Là, pour 30%, au bout d'un moment, on commence à avoir du dégoût. Enfin, les animaux commencent à avoir du dégoût vis-à-vis du sucre. Mais 10%, je n'ai pas vu. Donc, il n'y a pas de rats boulimiques. Des rats qui boulimiques, c'est-à-dire qui. Vomir, Non, mais de toute façon, les rats vomissent pas. Ok, c'était bon pour tout le monde. Nickel, bah, merci Florian. De rien.